Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici ce matin pour vous présenter un peu ce qui s'est passé au Cannes Lions. Pour vous le contextualiser un peu plus, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Cannes Lions, c'est en fait le festival de la publicité créative internationale. Donc c'est une semaine à Cannes avec les plus gros annonceurs, les plus grosses agences de publicité du monde qui viennent présenter les cas publicitaires dans différentes catégories. Ces cas publicitaires, ils sont présents dans des catégories qui peuvent être les réseaux sociaux, qui ont notamment bien performé cette année en termes de soumission de cas pratiques. Aussi le creative commerce, le creative business ou les stratégies créatives. C'est une année qui était assez particulière parce que pour la première fois, il y a eu la catégorie humour qui a été insérée au sein du festival. Je vous laisse constater par vous-même si ça vous fait rire ou pas, mais dans tous les cas, l'intention y est. I'm Michael Cera, and I'm pleased to announce that this is my cream. CeraVe. Oh, you didn't know? Generosity. The truth has been hiding in plain sight. I am CeraVe. Can human skin truly be this moisturized? Oh, yeah. Wow. Let my cream hydrate you. I like this. Skin. 3 essential ceramides. All-day hydration. I'm telling them our story. CeraVe. Developed with Michael Cera. V. We like? I just think it would be really nice if people think that I make this. So, that's my thing. Voici donc ce qui est intéressant avec cette publicité, c'est le fait qu'on parle d'un produit qui est CeraVe, qui contextuellement parlant devait s'insérer dans le champ du Super Bowl, de toutes les communications. On sait que c'est un événement qui est ultra demandé par les marques et où il est difficile de se démarquer, notamment quand on est une marque de crème hydratante. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est développer une stratégie d'incarnation au travers de la personne de Michael Cera, qui est un acteur américain. Et ils ont créé une fausse tendance qui était de dire c'est Michael Cera qui a créé le produit. Ça a fait réagir sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a eu énormément d'impressions et beaucoup de contenu diffusé sur les réseaux sociaux en lien avec cette campagne, Et finalement, leur objectif de marque, c'était de créer une identité culturelle, de vraiment s'insérer auprès des consommateurs avec une image de marque qui était performante, et ils ont réussi à le faire. Donc c'est ce que je voulais démontrer avec ce cas. Un élément qui était assez flagrant cette année au Cannes Lions et qui était notamment montré du doigt par Martin Sorel, le fondateur de WPP, c'était le fait que finalement les Cannes Lions cette année ressemblaient énormément au CES et le CES ressemblait énormément au Cannes Lions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de solutions technologiques qui étaient présentées cette année au Cannes Lions, beaucoup d'adtech, des acteurs comme Microsoft, Google, Amazon qui présentaient des solutions concrètes en lien avec le développement de l'IA générative sur le marché publicitaire. Les Cannes Lions, pour donner un peu plus de contexte aussi, c'est finalement une hybridation entre des meetings, des rendez-vous clients, des sessions d'inspiration et des solutions qui sont développées par les marques et les agences pour pouvoir développer le business publicitaire et marketing. Aujourd'hui, on va vous parler des Cannes Lions, mais on ne pourra pas parler de tout. On a réduit et on a agrandi l'angle sur le retail et le commerce. On va l'aborder en 3 parties. Dans un premier temps, sur l'impact de l'IA générative sur l'industrie. Dans un deuxième temps, comment on fait de la personnalisation à grande échelle. Et dans un troisième temps, comment on renforce les expériences de marque aujourd'hui en 2024. Ce qui est intéressant, contextuellement parlant, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits en faveur de l'IA générative ces derniers mois. Pourquoi ? Parce que ça permet de renforcer les analyses prédictives, ça permet de générer des contenus beaucoup plus rapidement, ça permet aussi d'automatiser des tâches de travail pour les créatifs et les marketeurs, et il y a aussi une dimension de personnalisation qui peut intéresser à la fois les marques et les consommateurs, mais il y a aussi des questions éthiques qui ressortent derrière tout ça. Alors oui, on peut faire beaucoup de choses
avec l'IA générative, avec l'IA, en termes de création, en termes de développement de process, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi des marques qui prennent position, et ça c'est une tendance qu'on a analysée, les marques qui sont un peu anti-IA et qui n'hésitent pas à véhiculer leur valeur de marque au travers de messages ou au travers de leur logo. C'est le cas notamment de la marque Tropicana qui a enlevé son A et son I pour prôner le fait que c'était une marque naturelle qui produisait en tout cas des produits ultra naturels sans ajout. Autre tendance qui a été marquée par Publicis et qui a été lancée le 17 juin, c'est le lancement du Bullshit Detector IA, qui est en fait un outil d'enregistrement qui permet à tous les clients de Publicis d'enregistrer des conférences, d'enregistrer du texte et donc professionnel, du texte ou des vidéos qui ont été entendues sur différents salons conférences, et d'analyser et d'en tirer une conclusion. Et en fait, le chatbot va nous dire si ce qui a été dit est bullshit ou pas, et ça permet de faire avancer les marketeurs et toute l'industrie publicitaire. Autre chose intéressante qu'on a analysée là-bas, on a assisté à une conférence du BCG qui nous parlait des nouveaux skills que les CMO doivent développer. Ici, on va parler beaucoup plus d'expérimentation de nouveaux outils, de lead des équipes. Je pense qu'il y a un débat peut-être dans pas mal d'entreprises qui est celui de quel processus de travail je vais remplacer avec l'IA générative, mais aussi un élément qui me semble important, c'est quelles tâches sont intéressantes pour mes collaborateurs et celles qui en fait les font venir au travail tous les jours. Donc ça, c'est une des tendances qu'on a analysées. Et finalement, le CMO a de plus en plus un rôle d'expert technologique, c'est-à-dire qu'il doit comprendre aussi quels vont être les enjeux pour son équipe, quels vont être les enjeux pour les acteurs avec qui il travaille. Et donc, il est obligé un peu de s'informer au jour le jour pour savoir quels vont être les LLM ou les outils d'IA générative ou même des outils qui ne sont pas d'IA générative non plus pour faire performer ses équipes et faire performer ses campagnes. On a eu l'occasion également de pouvoir assister à une démo privilégiée grâce à Media.Monks sur des outils d'IA générative qui sont développés pour des campagnes, notamment pour designer des avatars virtuels, les traduire très rapidement, développer des campagnes avec des visuels qui sont produits très rapidement. Il me semble que les 230 visuels qui étaient produits, ça a été produit en à peine une semaine, quelque chose du genre. Pour Persona Flow, ici on parle de designer et créer des personas qui sont customisables, et il y a aussi des nouvelles stratégies publicitaires qui se mettent en place, qui vont essayer de mixer à la fois la génération d'assets créatifs grâce à de la data et aussi de l'optimiser grâce à du planning stratégique et de l'IA générative pour essayer de faire performer les campagnes. Autre cas avec H-Restore qui utilise Gemini et les forces créatives aussi de l'agence pour créer The Everything Machine. C'est en fait une solution qui permet de générer et personnaliser du contenu au travers de la data qui reprend le même concept. Et finalement, toute cette évolution de l'IA générative au sein des entreprises, ça pose aussi beaucoup de questions aux créatifs qui travaillent dans ces agences, qui est est-ce que nos métiers vont être remplacés? Avec le Pôle Insight, on ne pense pas que les métiers créatifs, les métiers de la publicité ou les métiers des marketeurs vont être remplacés. Par contre, on pense sincèrement que les personnes qui vont pouvoir maîtriser des outils d'IA générative et les mettre à bon escient des entreprises, elles vont avoir un vrai rôle, et on le sent quand on voit des acteurs comme Publicis, par exemple, qui développent Core AI. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Core AI, c'est une plateforme qui centralise de la donnée au sein de Publicis. Et en fait, cette centralisation, elle est vouée à être mise à disposition de tous les acteurs de Publicis, tous les collaborateurs dans les différents pôles, que ce soit Insight, Media Buying, création et production, pour les développeurs aussi. Et finalement, ça peut être un atout qui est assez concurrentiel quand on veut répondre à un appel d'offres, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir accès à des données de campagnes qui ont été produites par notre agence il y a quelques années, mieux comprendre l'évolution des consommateurs aussi, puisqu'on aura réussi à centraliser de la donnée au sein de notre entreprise et à y donner accès à tous nos collaborateurs. Ce qui amène finalement une question sur la personnalisation, jusqu'où on peut aller. Aujourd'hui, en termes de personnalisation et aussi grâce à l'IA générative, on a 3 pans qui se définissent assez clairement, qui est la recherche et le ciblage, qui est aussi la budgétisation, comment je vais réussir à adapter tous mes budgets et à les optimiser vis-à-vis des contenus que je vais créer. Et en termes de création de contenu aussi, on l'a vu juste avant avec Media.Monks, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive aujourd'hui, en tout cas Media.Monks arrive très bien à le faire, à ajuster des concepts créatifs à des cibles
grâce à de la data et du coup à faire en sorte de rendre les campagnes de plus en plus performantes. Yahoo aussi le fait, on l'a vu sur leur plage, ils ont développé un outil qui s'appelle Yahoo Creative avec Innervat et en fait qui est une solution de data qui permet de driver les créations directement grâce à la data conso auprès des consommateurs en fonction de la catégorisation de cibles, c'est-à-dire que maintenant on présente des assets créatifs à des cibles de manière différenciée et de manière encore plus personnalisée qu'avant. Autre activation de marque Big Tech qu'on a vu était celle de Google. Ici, ce qui était intéressant sur leur plage, c'était Google Cloud AI, qui est en fait une interface où l'on peut prompter, par exemple, pour un bouquet de fleurs, faire une composition, finalement, grâce à de la data consommateur aussi, grâce au prompt qu'on va insérer dans l'outil. L'outil en fait va nous donner plusieurs compositions et en fonction de ce qu'on va lui répondre sur si ça nous plaît ou pas, il va réajuster les propositions qu'il nous fait. Et ce qu'on a trouvé intéressant là-dessus, c'est que bon là on parle d'un fleuriste, mais ça pourrait s'adapter aussi à d'autres industries. Pour rentrer encore plus loin dans la personnalisation, il y a aussi Havas qui a créé la Perfect Sneaker, qui au final en utilisant des avis consommateurs, donc 160 000 sur 95 paires, ils ont réussi à tirer tous les traits qui étaient plaisants pour les consommateurs et essayer de définir un nouveau produit. Donc, dans l'IA générative peut aussi aider dans la personnalisation et dans le développement de nouveaux produits. On aime ou on n'aime pas, le concept reste quand même assez cool. Autre chose qui est assez importante, c'est le fait qu'on entre quand même dans une ère sans cookies et du coup, qui dit sans cookies, dit une nouvelle stratégie aussi à développer en termes de marketing. Et on imagine que sans les cookies, on pourrait aussi demander aux marques ou les consommateurs, en tout cas, pourraient attendre des marques d'avoir beaucoup plus d'expériences qui sont proposées. Et ces expériences, plus elles seraient créatives, plus elles permettraient aussi de collecter de la donnée de manière assez transparente. Parmi les expériences de marque qu'on a vues au Cannes Lions, on a vu aussi Pinterest qui a fait finalement une métaphore de sa plateforme en exposant des stands de DIY, des centres d'upcycling. Et finalement, ce qu'ils ont trouvé intéressant dans l'engagement consommateur qu'on peut générer là-dedans, c'est que dans une ère qui devient de plus en plus ultra personnalisée dans la publicité, on peut aussi proposer des concepts qui sont ultra personnalisés, mais de manière plus humaine, avec notamment ce qu'ils ont fait, faire venir des influenceurs et des designers réels pour parler avec le public et mieux comprendre les outils qui étaient déployés. Parmi les campagnes qui étaient surprenantes cette année ici dans le milieu du luxe, des campagnes qui étaient surprenantes et qu'on trouvait assez engageantes vis-à-vis du paysage publicitaire qui se dessine en ce moment, sont des campagnes comme Lancôme par exemple, qui crée un contenu de 15 minutes autour de Aya Nakamura et qui va engager les consommateurs sur un format long. Ça peut être aussi L'Oréal Maybelline avec une activation qui est assez surprenante dans le métro londonien avec finalement un mascara géant qui est mis à disposition, enfin pas mis à disposition, mais un mascara qui est montré dans le métro pour mettre en valeur la marque. Chanel aussi qui a développé un film et une musique de marque pour finalement délivrer un produit culturel à sa communauté afin qu'elle puisse se l'approprier. Ou alors Bottega for Bottegas, qui est la campagne de Bottega Veneta. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est dans les magasins, dans certains magasins, retirer leurs sacs et les remplacer par des produits artisanaux italiens haut de gamme pour mettre l'œil sur, donner de la visibilité à des marques italiennes qui sont pas très connues. Donc ça aussi, ça peut générer de l'engagement. Autre élément qu'on a trouvé intéressant sur les campagnes Cannes Lions en termes d'expérience, c'était notamment celle de Super Extra. Donc eux, ce qu'ils ont fait pour mettre l'œil sur leurs produits et engager les consommateurs, c'est que dans tous les paquets de riz qu'ils ont vendus pendant une certaine période, ils ont peint à la main dans un seul grain de riz des petits dessins, et pour les consommateurs, ils devaient les retrouver au sein des paquets qu'ils achetaient pour gagner des expériences de marque. Donc bon, ça forçait quand même le consommateur à aller regarder dans tous les grains de riz. Je pense que l'expérience de marque devait être assez sympa après. Pour Lego, ce qui est intéressant, c'était d'utiliser les marronniers, donc ici la Saint-Valentin, pour finalement acheter des fleurs en Lego. Bon, je pense que ça dépend aussi des publics, mais l'idée était intéressante. Pour H&M, ce qui était intéressant,
c'était le fait de créer un espace dédié aux relais social media, c'est-à-dire que dans leur magasin, ils ont créé un espace qui correspondait un peu au code de la Gen Z pour que ça puisse être relayé, pris en photo. Ça, on trouvait que c'était intéressant. Et ce qui était aussi intéressant du côté de La Poste, c'était le fait de développer une cabine d'essayage au sein de leur relais pour faire en sorte que les gens puissent essayer les produits qu'ils avaient achetés en ligne, et du coup ça leur permettait de renvoyer directement les produits plutôt que de les essayer à la maison. Autre élément qui était assez intéressant, c'était du côté du streaming. On a parlé de retail en magasin, mais développer des stratégies omnicanales aussi au travers du streaming semble intéressant. Chez Amazon Live, on a vu que le fait de pouvoir parler avec des designers mais aussi des influenceurs pouvait engager davantage les communautés. Et le fait justement de proposer des stratégies de marque qui vont au-delà du magasin pour pouvoir les ramener en magasin par la suite peut marcher, et c'est le cas de Mercado Libre. Je vous laisse découvrir. Black Friday. Crowds, fights, chaos. And of course, Black Friday. TV ads. So this Friday is 12-minute madness. But last year, instead of fighting for attention during ad breaks, which most people hate, Mercado Libre, Latin America's #1 e-commerce, decided to place its deals within the content people already love. And to do so, we use the universal symbol of a good deal, which happens to be our logo. This is Handshake Hunt. The hunt started on the world's second biggest TV network, Globo. We analyzed scripts and scenes in their programming, mapping every handshake in advance, and crafted specific discounts for each one. Then every time one popped on the screen, this Nós happened. terminamos aqui o jornal hoje. Sim, rodada ainda tem muita. E vamos juntos aqui nos despedindo. Handshake on a music show, discount in musical instruments. On the movies, discount on TVs. Here, there, everywhere. Voilà, contextuellement parlant, ce qu'a fait Mercado Libre, c'était pendant le Black Friday, un moment qui est aussi préempté par les marques, développer un QR code qui a été diffusé sur les plateformes sociales et en télévision sur certaines chaînes pour justement faire en sorte que les consommateurs puissent scanner le QR code, avoir des promotions et revenir en magasin. Enfin, eux sont une plateforme e-commerce, mais on pourrait imaginer que la stratégie pourrait s'appliquer à un retailer. Ce qu'il fallait retenir des Cannes Lions 2024, d'ailleurs dans un premier temps, Kantar a présenté une étude sur les campagnes qui étaient les plus performantes cette année, et pour eux la conclusion c'était Creativity is business. Dans un deuxième temps, ce qui était intéressant, c'était la personnalisation des expériences clients grâce à la data, et aujourd'hui ces expériences-là, elles passent par le fait que les entreprises puissent mettre en place des stratégies pour cleaner leur data, et par la suite mieux les utiliser à l'échelle grâce à l'IA générative également. Et autre point en conclusion qui nous semblait intéressant, c'était de réussir à comprendre qu'est-ce qui dans les expériences de marque qui sont proposées permet de vraiment retenir l'attention des clients. Peut-être que l'IA générative permettra aux marques de le faire. Ce que disait la VP de Google cette année, c'est que l'année dernière, on parlait du qu'est-ce que l'IA. Cette année, on parlait beaucoup plus du comment on fait pour gérer avec l'IA. Peut-être que l'année prochaine, on parlera beaucoup plus du pourquoi on utilise l'IA et de la raison qu'il y a derrière la campagne et de la raison qu'il y a derrière la manière dont on l'active au sein de l'entreprise. En tout cas, je voulais aussi remercier toutes les équipes qui ont été mobilisées pour travailler sur les Cannes Lions. Vous pourrez découvrir aussi notre rapport, et dans un moment qui est assez mouvant avec l'IA générative, le Hub Institute propose également des formations qui sont gérées par Emmanuel Vivier. Si vous souhaitez aussi comprendre mieux comment l'IA générative peut être développée au sein de l'entreprise, vous pouvez aussi regarder nos rapports. On essaye d'en parler le plus possible ces derniers temps. Vous pouvez contacter Adeline à ce sujet pour prendre des abonnements aussi et mieux comprendre comment marchent tous les rapports et tout ce qui est proposé par le Hub Institute. Et la semaine prochaine, on vous délivrera le rapport complet des Cannes Lions qui ne traite pas que de retail, mais aussi de toutes les campagnes créatives qu'on a pu voir là-bas. J'ai plus beaucoup de temps, en fait, je crois que j'ai totalement dépassé, donc je suis désolé pour ça. Et je voulais juste vous remercier pour le temps que vous m'aviez accordé, et je vous souhaite une excellente matinée, une excellente journée.